Les Nations Unies estiment aujourd'hui qu'un habitant de la planète sur 6 est mal logé. Pour vous aider à mieux comprendre cette réalité, nous avons donné la parole à des associations de solidarité locale et internationale qui interviennent à Manille, au Sénégal, au Maroc, mais aussi en France. Alors la situation du mal logement, des phénomènes de bidonville dans le monde, elle est assez préoccupante aujourd'hui. D'après UN Habitat, donc l'agence spéciale de l'ONU qui s'occupe de ces questions, en fait on estime qu'il y a entre 850 millions et 1 milliard de personnes. Le chiffre qu'on sort tout le temps c'est 872 millions, mais je pense qu'il est relativement critiquable ce chiffre-là, tout simplement parce que c'est très difficile d'avoir accès à qui habite en bidonville aujourd'hui. Ça change énormément et donc du coup c'est difficile de savoir précisément. Mais voilà, donc on estime les différents chiffres, c'est entre 850 millions et 1 milliard de personnes qui habitent en bidonville. La situation à Manille aujourd'hui, c'est difficile d'avoir des chiffres fiables aussi, toujours sur la même problématique de savoir qui habite en bidonville et qui n'y habite pas. En fait, le gouvernement philippin a mis en place des actions pour réduire la part de personnes qui habitent en bidonville. Malheureusement, il y a toujours des personnes qui arrivent des différentes provinces des Philippines et qui viennent continuer à faire grossir les bidonvilles. Donc du coup, c'est vrai que avoir un chiffre précis des habitants de Manille qui habitent en bidonville, c'est vraiment très compliqué. Alors, un halo de 12 millions de personnes à l'échelle nationale qui sont en grande fragilité vis-à-vis du logement. Un noyau dur d'à peu près 4 millions de personnes qui sont ou à la rue ou hébergées temporairement et dans des difficultés extrêmement difficiles au quotidien. 150 000 personnes véritablement sans domicile fixe, une progression de 50% en 10 ans. Parmi ces 150 000 personnes, 30 000 enfants à la rue en France et plus de 12 millions de personnes en situation de précarité énergétique, c'est-à-dire des gens qui ont froid chez eux et qui dépensent énormément d'argent à essayer de se chauffer et qui continuent à avoir froid. Les personnes qui sont mal logées, l'espérance de vie d'un SDF, c'est 49 ans, quand la moyenne d'espérance de vie nationale de quelqu'un qui n'est pas mal logé est à 82 ans. Alors être mal logé, ça part d'être sans-abri, à la rue, SDF, clochard, jusqu'à vivre dans des conditions de surpeuplement, de logements extrêmement insalubres, dégradés, tout en ayant le risque également de ne pas pouvoir se maintenir dans ce logement, faute de pouvoir acquitter ses factures liées à un accident de la vie, une perte d'emploi, une maladie, une séparation. Donc le mal logement, on a pu constater qu'il était présent aussi au Sénégal, notamment à Saly, parce qu'on était sur place à Saly. 80% de la population locale souffre du mal logement actuellement, donc notamment à cause du phénomène de l'exode rural, qui a été très fort et qui est encore très fort pendant ces années. Donc en fait, c'est les personnes vivant dans les zones rurales, donc en campagne essentiellement, qui se déplacent vers les villes, qui sont contraintes d'habiter dans des logements des fois insalubres ou pas totalement finis, construits complètement dans les finitions. Donc essentiellement, c'est des maisons qui n'ont pas de toit. Ils se débrouillent avec les moyens du bord, donc ça peut être des bâches, des tôles. Au sol, c'est essentiellement de la terre battue. Donc ils dorment sur des nattes, à même le sol. L'accès à l'eau, l'électricité, c'est encore compliqué. C'est sous forme de puits, donc ils vont chercher au quotidien l'eau au puits pour toutes les tâches de la vie quotidienne, que ce soit la nourriture, préparation de nourriture, de plats, se laver, la vaisselle, voilà, les tâches ménagères quotidiennes. L'électricité, c'est encore compliqué, donc c'est surtout à la bougie avec les moyens du bord. Voilà. Et donc le mal logement est un gros souci encore au Sénégal. Bon, il y a énormément de bidonvilles autour des grandes villes, en particulier à Casablanca, puisque c'est la ville qui concentre le plus de bidonvilles dans tout le Maroc. Ce qui s'explique aussi par le fait que ce soit la ville la plus peuplée du Maroc. On a des bidonvilles. Le mot bidonville, déjà, a été créé au début du XXe siècle au Maroc pour désigner ces habitations qui étaient faites à base de bidons. Depuis, ça s'est un peu transformé puisqu'il y a à la fois des cartons, des tôles
et divers matériaux de récupération. Le mal logement au Maroc n'est pas seulement un mal logement de bidonville, mais il y a aussi du mal logement dans les campagnes et dans les montagnes, avec des maisons qui sont construites en boue, en adobe, c'est de la boue mêlée de paille, et qui ont des conditions de précarité à l'intérieur qui sont quand même quelque chose qu'on ne voit plus chez nous. La première cause, c'est bien évidemment l'exode rural, c'est-à-dire qu'on trouve moins de travail dans les zones plus rurales et donc du coup les gens qui étaient pêcheurs par exemple ou qui étaient agriculteurs qui nous retrouvent dans l'impossibilité de travailler pour survivre doivent aller dans les centres économiques puissants et ce sont souvent les capitales. Donc on assiste vraiment à cet exode rural qui viennent grossir ces villes. Et en fait ces villes-là, elles n'ont pas la capacité d'absorber une arrivée massive de personnes. Donc du coup les gens en fait se débrouillent pour pouvoir s'installer et c'est comme ça qu'apparaissent les bidonvilles. Tout simplement l'écart du marché, le décalage entre l'offre disponible de logements abordables et le niveau de ressources de ces ménages-là, qui sont dans un phénomène d'appauvrissement, le chômage est le facteur principal qui fait que vous ne disposez pas de ressources suffisantes pour vous payer un appartement, une maison, un lieu de vie. Des réponses totalement insuffisantes puisqu'on ne part qu'au plus pressé en dépensant des milliards d'euros à mettre les gens temporairement dans du logement alors qu'un parcours de vie se construit à partir d'un logement pérenne, donc une durée d'habitat qui ne soit pas saucissonnée dans le temps en fonction de l'hiver ou de l'été. Et la solution principale, c'est de rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande et donc de produire du logement abordable dans les zones où il y a de la tension au niveau de la demande. Il y a pas mal d'idées reçues sur les habitants des bidonvilles et du coup ça cultive pas mal de paradoxes. On peut imaginer que les bidonvilles c'est sale et c'est plutôt sale, c'est vrai qu'on retrouve pas mal de saleté, mais ce qui est paradoxal c'est qu'on la retrouve à l'extérieur, c'est-à-dire dans les endroits qui sont publics où effectivement bien souvent on va trouver des papiers par terre, vraiment de la saleté, de la pollution. Paradoxalement, les intérieurs des maisons dans les bidonvilles sont souvent très très propres. Et ça, on peut l'expliquer pour plein de raisons, notamment parce que les gens qui habitent dans les bidonvilles aiment aussi que ce soit propre chez eux, qu'on lutte comme ça contre la prolifération des maladies et c'est pour des questions d'hygiène. Donc paradoxalement, c'est sale à l'extérieur, mais c'est propre dedans. Ensuite, les gens, en fait, on pourrait aussi penser que les habitants des bidonvilles sont sales. Or, la vérité, c'est que dans la majeure partie du temps, les gens sont plutôt propres parce qu'ils cherchent du travail, parce qu'ils veulent lutter contre les maladies et surtout pour la dignité qu'ils ont envers eux-mêmes. Un autre paradoxe qu'on regarde souvent, c'est on peut imaginer que le coût de la vie est beaucoup moindre que dans la vie entre guillemets normale. En fait, malheureusement, le coût de l'électricité ou le coût de l'eau est beaucoup plus élevé dans les bidonvilles qu'à l'extérieur des bidonvilles, tout simplement parce que ce sont souvent c'est même très souvent des connexions illégales et qu'il y a un système de revente et de surcoût par rapport à ce qu'on pouvait trouver si on était rattaché au système électrique traditionnel par exemple. Enfin, par rapport à la consommation du téléphone, on est souvent sur un système de cartes prépayées. Donc du coup, les gens n'ont pas forcément le cash nécessaire pour prendre un abonnement comme on peut connaître, nous, un forfait, on appelle, mais plutôt sur du prépayé. Donc du coup, c'est aussi un système de consommation qui est différent de ce qu'on peut trouver, par exemple, ici. Regardons de plus près quelques-uns de ces paradoxes. Dans un bidonville, l'accès à l'électricité est souvent plus cher qu'ailleurs. Pour comprendre, regardons comment se construit une ville. Les premières choses à prévoir, l'arrivée d'eau, les canalisations, l'installation des égouts. Il faut ensuite construire le réseau électrique, installer les pylônes, les relier avec des câbles électriques et connecter les maisons au réseau général. Ensuite seulement, on peut procéder à la construction des routes. Une fois les routes achevées, les maisons peuvent s'installer. On retrouve dans chaque maison un compteur électrique qui, lui, est relié directement à l'installation de la ville. Les habitants de la maison règlent la facture à la structure officielle qui gère le réseau électrique.
Et si on regardait maintenant comment se forme un bidonville? Les bidonvilles s'installent le plus souvent en périphérie des villes. N'oublions pas que les réseaux électriques alimentent déjà la ville. Dans un bidonville, chacun construit sa maison là où il le veut, comme il le veut. Elles sont souvent fabriquées avec des matériaux de récupération, des tôles, bois, plastique, terre ou lino. Chaque maison possède son propre compteur mais s'alimente auprès de son voisin, formant ainsi une chaîne continue. Les foyers sont donc amenés à acheter leur électricité à leurs voisins de gauche et à le revendre aux voisins de droite. À chaque revente, le foyer se garde un pourcentage. Ajoutons à tout cela le fait que dans de nombreux bidonvilles, il existe un réseau pirate ou des cartels qui contrôlent l'accès à l'électricité. Prenons l'exemple du bidonville de Matar-Valley à Nairobi où les cartels locaux demandent entre 4 et 9 euros par mois, en plus du prix du raccordement. Dans l'un des plus grands bidonvilles au monde, Kibera au Kenya, le coût de l'électricité peut atteindre 10 euros par mois pour une population dont le revenu moyen mensuel est estimé à 30 euros, ce qui représente un tiers du salaire mensuel d'un foyer. Mais au-delà du prix, cet approvisionnement pose-t-il d'autres problèmes? Oui. Dans la mesure où les branchements électriques sont illégaux, ils ne sont pas aux normes, ce qui peut provoquer des courts-circuits qui peuvent déclencher des incendies. Les installations électriques étant reliées les unes aux autres, dès qu'il y a un problème électrique sur une des installations, toutes les autres sont affectées. Dans la journée, certaines familles n'ont pas l'électricité. Par contre, la nuit tombée, elles se branchent sur les poteaux électriques de la ville, leur permettant ainsi d'avoir de la lumière, la télé, le ventilateur et de recharger le téléphone. Pas vu, pas pris. Il est tout de même paradoxal de payer plus cher son électricité dans un bidonville et en plus pour un service de moins bonne qualité. Alors, la réponse des institutions publiques par rapport à cette problématique de bidonvillisation. Il y en a plusieurs, il y a pas mal d'exemples à travers le monde d'États qui cherchent à trouver des solutions pour les habitants des bidonvilles. Je vais prendre un exemple aux Philippines. L'État philippin a essayé de construire en dur et pour désengorger Manille, a essayé de construire un peu en périphérie, à une quarantaine, cinquantaine de kilomètres de Manille, pour essayer de reloger les gens dans des conditions de vie beaucoup plus décentes. En permettant ça. Alors ça a un avantage, c'est que ça permet de redonner aussi un habitat sûr à ces personnes et donc de les sécuriser dans leur emploi, dans leur habitat et de leur permettre de vivre mieux, entre guillemets. Le petit inconvénient, c'est que c'est souvent, dans ces centres-là, il n'y a pas forcément d'activité économique assez poussée, donc les gens reviennent. Par contre, un exemple qui nous vient de Colombie et qui permet en fait de valoriser une action des pouvoirs publics, c'est la mise en place du téléphérique à Medellín, en Colombie, où en fait on trouvait énormément de comunas, on les appelle comme ça en Colombie. Donc c'était vraiment sur des pans entiers de montagnes, des constructions bidonvilles avec beaucoup de violence qui s'étaient développées dans les années 90. Et le fait de désenclaver ces bidonvilles et de leur permettre un accès beaucoup plus rapide au centre-ville et au centre économique a permis en fait de réintégrer progressivement des personnes et de baisser de façon très significative la part de bidonvilles dans ces anciens bidonvilles. Donc ça, c'était typiquement un exemple d'une action mise en place par les pouvoirs publics pour lutter contre le phénomène de bidonvillisation. Alors, les réponses institutionnelles, ce sont des réponses de mise à l'abri, à l'hôtel, dans des gymnases, dans des logements improvisés et qui ne donnent pas suffisamment d'éléments et de temps de répit pour que les gens s'installent durablement et puissent envisager de démarrer un projet de vie. Et pour autant, ça coûte de l'argent. Quand on met des familles entières à l'hôtel, ça n'est pas un habitat, c'est une simple mise à l'abri et on ne peut pas développer une vie de famille, on n'a pas d'intimité, on n'a pas de sécurité. Les trois quarts, c'est de l'hébergement d'urgence. Ça n'est pas du logement durable, pérenne,
c'est du temporaire. Moi, du coup, j'ai vécu aux Philippines, donc c'est vrai que en fait, pouvoir continuer à travailler sur cette question de la bidonvillisation et en prenant l'exemple des Philippines, c'est aussi très parlant pour moi. Et ensuite, peut-être une des raisons qui fait que je m'intéresse aussi particulièrement à la question du mal logement, c'est que pour moi, le logement, c'est vraiment le socle de toute vie. Et que, en fait, sans logement, on n'a pas d'adresse. Sans adresse, c'est difficile de trouver un travail. Et que finalement, quand on arrive à résoudre cette question du logement et du logement sain, sécurisant pour les personnes, je pense qu'on peut vraiment lutter efficacement contre toutes les problématiques après de santé, d'exclusion sociale, de retour à l'emploi, d'insertion. Mais vraiment, le logement, pour moi, c'est vraiment un socle. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'emparer de cette question, d'ailleurs que ce soit en France ou dans le monde. Nous sommes une association qui de toute façon intervenant à l'international puisqu'on intervient en pays étrangers. On s'appelle le Shkadi Sénégal et donc on va au Sénégal régulièrement tous les ans. Donc effectivement, notre solidarité elle est déjà internationale, mais à partir d'actions menées ici sur place, on va soutenir les actions déjà menées sur place. Et c'est des échanges, c'est pour ça que c'est important et d'apprendre aussi aux jeunes que certes on y va pour les aider, mais on apprend énormément d'eux, ils nous apportent aussi parce que c'est d'autres pratiques, d'autres façons de faire. Et dans ce monde qui bouge énormément, dans lequel il y a des interactions entre tous les différents pays, on parle de mondialisation, ça c'est le bon côté de la mondialisation, les échanges de culture, les échanges de pratiques. Et ça permet, et surtout aux jeunes, de voir d'autres choses, d'apprendre d'autres choses et de se poser des questions sur des fonctionnements différents, sur des approches différentes de la vie et du monde. Donc Électriciens sans frontières intervient dans des situations que l'on appelle de post-urgence afin de permettre par exemple l'électrification de camps de réfugiés suite à des événements climatiques type tsunami, tremblement de terre, ouragan, etc. Nous sommes intervenus par exemple au Népal à la demande de la Croix-Rouge pour les aider à électrifier les villages de relogement des personnes qui avaient été touchées par les tremblements de terre. Dernièrement aussi, nous sommes intervenus par exemple au nord de la Syrie pour les réfugiés liés à la guerre de la Syrie dans le but d'électrifier un camp de réfugiés. Donc c'est une des particularités de l'intervention d'Électriciens sans frontières dans le monde. Si j'ai un petit conseil à vous donner en tant que jeune ou même adulte, c'est surtout toujours croire et on peut réussir à aller de l'avant et à aller aider les autres. Voilà.